Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Béatrice Béchard. Bonjour Béatrice. Bonjour Solène, bonjour à tout le monde. On se retrouve donc pour cette seconde formation aujourd'hui donc avec le laboratoire LT Labo. La semaine dernière, tu nous as parlé de la sphère plutôt cardiovasculaire et cette semaine, on va faire le point sur les compléments alimentaires qui peuvent soutenir les femmes donc tout au long de leur vie. On est ensemble ce midi pour 1 heure. On a réservé 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas tout du long de la présentation à poser toutes vos questions. Donc, sur la droite, vous avez le canal discussion, vous avez le Q&A aussi. Vous pouvez poser toutes vos questions pour Béatrice ici et elle prendra le temps de vous répondre sur la fin. Vous aurez accès, bien sûr, comme d'habitude, au replay et à la présentation en PDF directement depuis la plateforme Simplicure au courant d'après-midi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien le fonctionnement de la plateforme, de toute façon, je vais vous montrer tout ça à la fin de la présentation aussi, donc ne vous en faites pas. Sans plus attendre, parce que je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est plutôt ce que tu vas nous raconter. Béatrice, je te laisse la parole, te présenter peut-être rapidement à nouveau et puis lancer ta présentation. Merci infiniment Solène. Eh bien, écoutez, à nouveau, bonjour à tous. Donc, je vais enlever la caméra et me mettre en plein écran. Donc, je m'appelle Béatrice Béchard. J'étais directeur commercial LT Labo jusqu'il y a quelques heures et je pars à la retraite dans quelques minutes. Donc, c'est certainement ma dernière formation et présentation au titre de LT Labo. Et j'ai donc choisi les 3 produits qui sont sur la plateforme Simplicure. Moi, à l'origine, je suis pharmacien et je pense que je vais peut-être retourner un petit peu en pharmacie. Donc, le laboratoire LT Labo, c'est un laboratoire qui est français, familial, totalement indépendant. Il est référent en thérapie naturelle depuis 30 ans. L'objectif de LT Labo, c'est d'offrir à tous les bienfaits de la nature et aux bonnes doses. Très souvent, on voit des compléments alimentaires avec des choses naturelles, mais les doses ne sont pas suffisantes. Et ce que l'on souhaite chez LT Labo, c'est apporter aux gens une véritable amélioration. C'est un coût d'acheter des compléments alimentaires pour quelqu'un, donc autant que ce soit efficace. On est situé dans le Luberon, comme vous le voyez sur la carte, c'est-à-dire en Provence, dans une nature tout à fait privilégiée. Donc, vous comprenez pourquoi les bienfaits de la nature nous parlent. L'association des actifs, les associations d'actifs que l'on choisit dans chaque complément alimentaire est pertinente et du coup, on fabrique des formules qui sont des complexes synergiques. Alors, quand je dis on fabrique des formules, c'est justement parce que la R&D est intégrée au laboratoire. On n'achète pas des formules toutes faites à quelqu'un. C'est nous qui les inventons. Déjà, on choisit le territoire et puis on choisit la formule en fonction de ce que l'on veut apporter. Notre fabrication, elle est surtout en France. On privilégie les acteurs de proximité pour nous accompagner. Et la plupart du temps, même pour tous, les conditionnements que l'on propose à la vente sont adaptés pour garantir la cure. Vous verrez, ne serait-ce que dans les produits que je vais présenter, il y a des choses qui sont pour un mois, donc il y en a suffisamment pour un mois. Et puis il y en a d'autres où c'est moins long et donc on a mis exactement le nombre nécessaire pour couvrir la cure indispensable à l'amélioration. Donc le développement de nos formules est guidé par l'efficacité. La plupart du temps bio, chaque fois que c'est possible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas toujours possible. Soit que ce sont des sels minéraux ou certaines vitamines complexes à obtenir, soit que ce sont des matières premières où l'approvisionnement sous la forme bio n'est pas stable. C'est-à-dire, on va avoir du produit puis on n'en aura plus. Donc, ça rend parfois les choses trop compliquées. Quand c'est pas bio, on fait en sorte que ce soit pur. C'est nous qui faisons faire les contre-analyses de sorte à ce qu'il n'y ait pas de pesticides, d'hydrocarbures polycycliques, etc., etc. Et puis, on fait en sorte également de choisir des extraits ou des matières premières dont la quantité d'actifs au gramme ou au milligramme sont importantes pour justement avoir une efficacité. On ose aller du plus pointu, c'est-à-dire avec la formulation par exemple de Visioline pour la vue, au plus coquin comme l'Ovaline qui est certes pour
le désir et la sexualité, mais également pour la fertilité, qui est un sujet très important en France depuis 2024. On ne veut plus de plastique supplémentaire sur notre planète. Donc, on a fait un choix dans notre engagement et on a pris des pots RPET, c'est-à-dire qu'ils sont 100% recyclés et recyclables. Et c'est pour ça que vous verrez même dans la présentation, les photos de nos pots ne sont pas tous de la même couleur. Certains sont blancs, d'autres sont un peu bleutés. Notre gamme est complète. J'ai présenté la semaine dernière, donc je vous invite à aller regarder le replay du webinaire. J'ai présenté la gamme cardiovasculaire pour laquelle on est leader. C'est vrai que c'est un gage de fidélisation parce que l'efficacité tant de l'Ipori pour le cholestérol, de Tensioline pour l'hypertension artérielle ou de Diabelistab pour ce qui est diabète ou du moins une fluctuation de la glycémie, l'efficacité est telle que les consommateurs consomment ces produits au long cours. On a une gamme articulaire avec en tête de fil Flexilium qui se présente sous 3 formes, du gel, des gélules véganes et du buvable bio. On a rajouté cette année à cette gamme Flexial qui contient de l'acide hyaluronique et de la vergerelle du Canada pour améliorer la souplesse et les articulations. Et puis Flexilium Agi+, qui est plutôt basé sur le concept d'antalgique pur. Donc voilà pour la gamme articulaire. On est leader et on a été pionnier dans la mise sur le marché de Moringa, que ce soit sur une poudre 100% foliole pour l'énergie. Alors 100% foliole, ça veut dire qu'on n'a pas mis la partie ligneuse des feuilles, ce qui garantit plus d'actifs au milligramme de poudre. Et puis de l'huile de graines de lin qu'elle se présente en capsule, de l'huile de graines de moringa, pardon, qu'elle se présente en capsule ou en flacon. On a aussi de l'huile de graines de lin, j'en parlerai plus tard. On a également, et vous l'avez également sur la plateforme de Simplicure, de la spiruline. Elle est bio et ce qui la caractérise, c'est d'être hautement dosée en phycocyanine, c'est-à-dire aux alentours de 20%. Elle est simplement hautement dosée en phycocyanine parce que la façon dont elle est cultivée respecte son rythme de vie, ce qui lui permet de se charger en éléments actifs. Donc la phycocyanine, qui est un analogue, on va dire, de l'hémoglobine, et en calcium spirulant qui agit avec la phycocyanine sur les effets, qui a des effets sur l'immunité. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et je vous invite à m'accompagner tout au long de la vie des femmes, que ce soit dès sa prime jeunesse avec parfois des syndromes prémenstruels, où les dérèglements hormonaux sont souvent en question, mais pas uniquement. La grossesse, il faut le souhaiter à toutes, c'est un très joli moment de la vie. Et pourquoi il faut une supplémentation en fer et en folate? Quand et quelles molécules on peut choisir pour avoir les meilleurs effets. Et enfin, comment on peut aplanir les bouleversements inéluctables de la ménopause, sachant qu'ils sont plus ou moins importants selon les femmes et plus ou moins durables. Alors, le syndrome prémenstruel. D'abord, on va refaire un petit focus sur le cycle menstruel. Alors, juste pour que ça soit très clair pour tout le monde, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Un cycle, il ne commence pas à la fin des règles, il commence au premier jour des règles. C'est comme ça que ça se compte en médecine. D'accord? Donc, on le voit très, très bien sur le schéma. Donc, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase folliculaire avant la libération de l'ovule. Donc, il y a une préparation à la libération de l'ovule. Ensuite, la phase ovulatoire, c'est au moment où l'ovule est libéré et où l'ovule peut être fécondé. Donc, la femme est féconde si l'ovule est de belle qualité. Et ensuite, la phase lutéale, puisque après la libération de l'ovule, se forme ce que l'on appelle le corps jaune. Et ce corps jaune, il va sécréter une hormone, la LH, appelée hormone lutéinisante, qui, lors de la deuxième phase du cycle, permet cette formation de corps jaune. Cette hormone est responsable de la transformation des cellules de la granulosa en cellules lutéales. C'est ce que l'on appelle la lutéinisation, qui est la source de la progestérone et qui devrait participer normalement à la nidation. S'il n'y a pas de nidation, il y a une dégénérescence
Et on arrive donc au 28e jour du cycle, ça c'est quand tout est idéal, comme dans les livres, et le nouveau cycle commence par une menstruation. Alors, il y a souvent une confusion entre cycle menstruel et syndrome prémenstruel. Donc, ce cycle menstruel, c'est de la puberté, c'est-à-dire dès les premières règles, à la ménopause. Voilà. Donc, une femme, elle a des cycles menstruels en continu toute sa vie entre ces deux étapes. Ce cycle menstruel dure entre 24 à 31 jours, selon les femmes. C'est pas tout. Et pour une même femme, c'est pas forcément régulier. Il s'interrompt pendant la grossesse et puis il s'arrête ou brutalement ou progressivement au moment de la ménopause. Alors, le syndrome prémenstruel, lui, il précède la menstruation, c'est-à-dire les règles. Il est inclus, son temps est inclus dans le cycle menstruel. Et ce syndrome prémenstruel peut débuter 5 jours avant la menstruation, voire même 7 jours. Ça dépend des femmes. Et ça dépend souvent des imprégnations hormonales et de beaucoup de choses que nous allons voir ensemble. Donc, c'est un trouble qui est récurrent et qui concerne la phase lutéale. Donc, les femmes sont irritables, anxieuses, une instabilité, ce qu'on appelle l'habilité émotionnelle, parfois des syndromes de dépression. Ça s'accompagne souvent d'œdèmes des membres inférieurs, mais aussi abdominaux, des douleurs mammaires, des céphalées. C'est souvent pendant 7 jours qui précèdent le cycle suivant et ça se finit parfois quelques heures après le début de la menstruation, mais parfois ça dure un peu plus longtemps. Ça dure 48, voire même des fois 72 heures après le début de la menstruation, selon que la menstruation est plus ou moins importante et qu'elle dure plus ou moins longtemps. Il existe une forme plus grave de syndrome prémenstruel dont on ne parlera pas plus aujourd'hui, mais que je souhaitais évoquer. C'est ce que l'on appelle le trouble dysphorique prémenstruel, qui est très invalidant. Le diagnostic est clinique et il est basé sur l'enregistrement quotidien des symptômes par la patiente sur plusieurs mois. Le traitement est symptomatique uniquement avec souvent un régime alimentaire, parfois des médicaments et beaucoup de conseils. La cause, l'étiologie du syndrome prémenstruel est peu claire. Il n'y a pas de consensus pour dire bah voilà c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça peut être multifactoriel. Alors il y a des facteurs hormonaux. Il peut y avoir des hypoglycémies, d'autres modifications du métabolisme glucidique, une hyperprolactinémie. La prolactine, c'est l'hormone qui provoque la fabrication du lait maternel, une fluctuation des taux d'œstrogène circulants et des taux de progestérone, des réponses des récepteurs anormales aux estrogènes et à la progestérone, des taux d'aldostérone variables ou des taux d'ADH variants. L'ADH, c'est la vasopressine, c'est celle qui est responsable de l'augmentation de la pression artérielle par rétention d'eau. On comprend ainsi pourquoi certaines femmes ont des œdèmes au moment du syndrome prémenstruel. Il y a souvent une prédisposition génétique, hein, c'est pas rare qu'une jeune fille se retrouve dans les mêmes conditions que sa mère ou sa grand-mère. Et c'est souvent, très 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 souvent accompagné d'une carence en sérotonine. Donc, vous voyez, l'irritabilité, la dépression, enfin, etc. C'est pas juste une impression, c'est pas juste parce qu'on a mal au ventre que tout d'un coup on est irritable. C'est aussi parce que il y a une baisse de la sérotonine émise. Et là, en revanche, la corrélation a été faite. Hein. La plupart des femmes qui ont un syndrome prémenstruel ont une sérotoninémie basse. Et elle est soulagée de ces symptômes-là, de cette partie des symptômes par des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. On a pu constater parfois, de façon assez récurrente, des carences en magnésium et parfois des carences en calcium, parfois les deux. Donc, on va voir comment on fait dans ces cas-là. Donc, les traitements, étant donné la multifactorialité du syndrome prémenstruel, sont compliqués. Il faut rétablir une hygiène du sommeil, de l'exercice physique et une alimentation saine. Les alimentations trop sucrées ou pas sucrées du tout, les régimes alimentaires, enfin, tout un tas de choses comme ça. Tout ce qui est déséquilibré va favoriser le syndrome prémenstruel ou va en augmenter les symptômes.
On pourrait envisager des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ça c'est en allopathie, et parfois une supplémentation, et même très souvent une supplémentation hormonale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de traitement qui ait une efficacité prouvée chez toutes les femmes, et peu de femmes sont totalement soulagées avec un seul type de traitement. Donc, il faut procéder par ce que l'on appelle une procédure par essai-erreur. On tente, on regarde ce que ça donne, on attend 2-3 mois, on regarde, ça va pas, on réajuste, on met autre chose, on change. Et puis, il faut beaucoup de patience et beaucoup de sagesse. Donc, repos, sommeil, activité physique régulière et activité relaxante. Vous pouvez conseiller à vos consultantes des formations à la relaxation, de la luminothérapie, des règles de réajustement du sommeil, de la thérapie cognitivo-comportementale. Étant donné que tout ça agira sur la sérotonine, ça agira beaucoup sur le syndrome prémenstruel. L'exercice permet de soulager les ballonnements, puisqu'il y a un état, en même temps, il y a un état inflammatoire au niveau de la muqueuse utérine. Ça augmente la sécrétion de sérotonine, donc ça diminue l'irritabilité, l'anxiété, l'insomnie. Et il y a même, le yoga peut aider certaines femmes, ça a été prouvé, ça a été démontré dans des études, donc il ne faut pas s'en priver. Dans les ajustements de régime alimentaire, il est préférable de consommer plus de protéines, moins de sucre, plus de glucides complexes, de faire des repas plus légers et plus fréquents. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose à retenir et c'est bien de pas uniquement penser à des supplémentations. Il faut éviter certains aliments et certaines boissons, tout ce qui est excitant, les colas, les cafés, tout ce qui est hot dog, chips, boîtes de conserve et autres joyeusetés pas très équilibrées. Augmenter les fruits, les légumes, le lait, les aliments riches en fibres, les viandes pauvres en graisse et les aliments riches en calcium et en vitamine D. Et les supplémentations peuvent être soit du calcium, et je vais vous dire pourquoi je dis soit, qui peuvent diminuer les humeurs négatives et les symptômes somatiques. On peut penser aussi à quelque chose qui existe chez LT Labo, c'est une association rhodiola rosea et magnésium. La rhodiola rosea étant adaptogène, elle permettra aussi de rééquilibrer l'humeur. En revanche, il ne faut pas prendre le calcium et le magnésium en même temps parce qu'ils entrent en compétition non seulement au niveau des protéines de transport, mais également au niveau des canaux magnésiocalciques. Donc, si vous avez envie de conseiller les deux, il faut prendre le calcium par exemple le matin et le magnésium le soir ou inversement, mais les prendre à distance en tous les cas et surtout pas les prendre en même temps. Donc, inutile de vous dire ce que je peux penser des compléments alimentaires qui contiennent les deux. Alors, les composants de Gynéline cycle menstruel bio sont là pour répondre à une grande partie des souffrances de la femme au cours du cycle menstruel. Donc, on a d'abord mis de l'alchimie. Elle était appelée au Moyen-Âge le manteau de Notre-Dame. Donc, autant vous dire qu'elle avait bien l'intention de protéger les femmes. Donc, c'est une plante qui est lutéotrope. On a vu l'importance de la phase lutéale et du corps jaune. Donc, elle a une affinité pour le corps lutéique. Elle est capable de stimuler la sécrétion de progestérone au niveau des ovaires. De ce fait, ça permet d'augmenter le taux de LH, de lutéine hormone, dans l'organisme. Elle a une double action hormonale. D'un côté, elle augmente les taux de progestérone et de l'autre côté, elle bloque la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone qu'on appelle la DHT. Et donc, elle favorise aussi la voie de formation des estrogènes, ce qui va donc faire un équilibre œstroprogestatif qui va diminuer la symptomatologie du syndrome prémenstruel. Elle a une action contre les douleurs prémenstruelles consécutives à une hyperfolliculémie. Chez les femmes qui ont une présence excessive dans le centre de folliculine, alors on va pas doser, vous n'allez pas faire doser la folliculine chez toutes vos consultantes. La plupart des femmes qui ont un syndrome prémenstruel ont une hyperfolliculémie. Donc, c'est une hormone qui déclenche la prolifération de la muqueuse utérine avant l'ovulation. Donc, qui dit prolifération de la muqueuse utérine avant l'ovulation dit une menstruation beaucoup plus accentuée, puisqu'en fait,
quand les saignements ne contiennent pas que du sang, les saignements contiennent déjà l'ovule qui n'a pas été fécondé et toutes les cellules de la muqueuse utérine qui n'ont servi à rien puisque en fait l'organisme s'était débrouillé pour fabriquer le petit lit en disant ben voilà il va y avoir un bébé donc je lui fabrique son lit là dans l'utérus et puis tout compte se fait ben non il n'y a pas d'ovulation donc pas de nidation et qui dit pas de nidation dit dégradation de toute cette muqueuse qui avait été fabriquée pour ce faire. Suivant les périodes de la vie, par exemple, dans le cadre d'une puberté précoce chez une jeune fille, il y a une exacerbation du syndrome prémenstruel. Ça peut aussi exister en période d'activité génitale importante ou au moment des métrorragies après la ménopause. Parfois, il y a des femmes qui ne font pas de spotting au moment de la ménopause ou de la préménopause, mais plutôt des métrorragies très, très importantes comme si c'était une espèce de « c'est la dernière fois ». L'alchémie a une action anti-inflammatoire, donc c'est bien parce que ça va apaiser les douleurs. De toute façon, quand les choses se dégradent, il y a une inflammation. Et antispasmodique, je disais tout à l'heure qu'il y avait des ballonnements, donc ça crée, toute cette inflammation crée des spasmes, que ce soit au niveau de l'utérus, mais également des parois qui sont juste à côté, c'est-à-dire le bidou, autrement dit les intestins. Le gâtillier, donc on a pris un extrait de fruits de gâtillier. Donc le gâtillier contient des phytoestrogènes. Il a aussi une action sur la sécrétion de prolactine. Il a une action dopaminergique qui, la dopamine, il faut savoir, régule la sécrétion de prolactine. Le gâtillier régule la sécrétion de progestérone. Donc un taux trop bas provoquerait un syndrome prémenstruel plus important. Mais il a aussi pour particularité d'être agoniste des récepteurs opioïdes. Donc c'est bien parce que on sait que les sécrétions de sérotonine et d'endorphine sont basses dans le cadre des femmes qui ont un syndrome prémenstruel. Donc utiliser quelque chose qui est agoniste des récepteurs opioïdes, ça couvre cette partie des désagréments. Et enfin, on y a rajouté du safran puisqu'on connaît les bienfaits de ces stigmates. Les actifs, c'est la crocine et le safranal. Donc, nous, on choisit du safran qui contient du safranal. On sait qu'il est antidépresseur, là encore par diminution de la recapture de la sérotonine. Donc, là encore, on va aller sur la partie irritabilité, sommeil, etc. Il est aussi anti-inflammatoire, donc ça va réduire les douleurs, et également antispasmodique, donc il va accompagner le gâtillier. J'ai fait juste un petit point là pour les gens qui aiment aller marcher et se promener actuellement ou l'année prochaine. Attention au risque de confusion entre le safran, celui qui est à gauche, et la colchique d'automne. Qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il y a les mêmes pistils, les mêmes machins, etc. Donc, bon, je ne vais pas vous faire un cours de botanique, mais donc ce que vous voyez dans la campagne, n'y touchez pas, parce que certaines personnes ont la mauvaise habitude d'appeler du safran sauvage. Ça n'est pas du safran sauvage, c'est de la colchique. Et la colchique, c'est un toxique mortel. Ça contient de la colchicine. Et la colchicine, c'est quelque chose qui provoque des troubles du rythme cardiaque graves qui sont mortels en quelques minutes. Donc, attention, on ne cueille pas de la colchique en croyant que c'est du safran. Donc, nous, on a bien mis du safran dans Ginéline cycle menstruel bio. Les doses nous amènent à prendre 2 gélules par jour. Donc là, on a la dose efficace. C'est environ 17 jours. On a fait le plus pour celles qui ont des cycles, des parties de syndrome, des temps de syndrome prémenstruel un peu long, excusez-moi. Donc, dans un pot, il y a 34 gélules. Donc, 2 gélules par jour, 17 jours, on a fait le compte. Il est préférable de commencer 7 jours avant le début des règles, donc au tout début de la phase lutéale, et continuer si nécessaire pendant la menstruation, c'est-à-dire pendant tout le long des douleurs. On peut l'associer à tous les traitements antalgiques, mais également à Bégisène, j'en parlais tout à l'heure, qui est une association de magnésium et de viola rosea. Diamistab aussi, qui est disponible sur la plateforme, c'est un régulateur des sucres circulants et de l'appétence au sucre.
Donc, comme on a vu que les hyperglycémies et les surconsommations de sucre étaient favorisantes de la symptomatologie du syndrome prémenstruel, ça peut être intéressant d'essayer de réguler une surconsommation de sucre avec le Diamystab. Alors, effectivement, ça ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. Bon, on écrit tout ça sur l'étiquette parce que c'est une obligation légale et que l'on respecte. En revanche, bon, vous avez vu, il y a des plantes qui ont des actions hormonales, donc ça ne convient pas aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant. Et bien évidemment, ça sert à rien de surcharger la dose. Quand on vous dit 2 gélules, c'est la dose, c'est que ça suffit. C'est pas la peine d'en prendre 3. Voilà. Mais si d'aventure l'ovule est fécondé, alors la dame se retrouve avec un bébé. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'image juste qui est au-dessus du cadre du titre. Eh bien, en fait, c'est une dame allongée. Si vous allez de la gauche vers la droite, vous verrez le profil de son visage, puis de ses seins, de son bidou enceinte, et enfin de ses genoux. Voilà, donc c'est la dame montagne. Alors, la femme enceinte, elle a des carences et des besoins. La première carence, c'est le fer. Et quoi que l'on en croie, c'est quelque chose de très fréquent. Donc, les femmes enceintes sont les groupes les plus exposés au risque de carence en fer et par conséquent d'anémie pour 3 raisons. Alors, au départ, même dans les pays industrialisés, et presque surtout dans les pays industrialisés, les réserves en fer sont faibles. On mange trop de choses transformées, pas assez d'aliments qui contiennent du fer, attention au véganisme et autres joyeusetés. Voilà, parce que ce n'est pas toujours compensé par des aliments qui contiennent du fer. La grossesse entraîne de facto une augmentation des besoins en fer, puisqu'il y a une augmentation forte de la masse globulaire, c'est-à-dire la quantité de globules rouges. Or, le premier consommateur de fer dans notre organisme, ce sont les globules rouges. Et il faut savoir qu'ils se renouvellent à longueur de journée, donc on a vraiment des besoins en fer importants. Et puis, il y a un transfert martial de la mère vers le fœtus. Et il faut savoir que pour toute chose, l'enfant se sert en premier. Ça durera longtemps dans la vie, mais même dans le ventre de sa mère, il se sert en premier. Donc, la carence en fer chez la femme enceinte, elle est liée à la difficulté de couvrir d'un côté les apports et les besoins en fer dus à la gestation. Alors, je vous ai mis le schéma d'un quart d'hémoglobine. Donc, il est un peu petit, mais il faut savoir qu'au centre, en fait, vous avez un atome de fer. Donc, chaque molécule d'hémoglobine est composée de 4 éléments comme celui que vous voyez là, que l'on appelle des hèmes. Ce sont des sous-unités, et chacune de ces sous-unités contient un atome de fer. Et cet atome de fer est, lui, capable d'accueillir une molécule d'oxygène. Donc, c'est ainsi que l'hémoglobine transporte de l'oxygène. Et voilà pourquoi l'hémoglobine et donc le fer sont absolument indispensables. Chez la femme enceinte et au cours de la grossesse, quels sont les risques encourus en cas de carence en fer? Alors, le premier des risques, c'est un décès périnatal, c'est-à-dire avant la date présumée de l'accouchement, mais avec décès de l'enfant. Un accouchement prématuré, là, possiblement sans le décès de l'enfant, mais avec toutes les difficultés que ça peut comporter. On peut constater aussi très très souvent des développements anormaux du fœtus, soit les bébés sont tout petits, donc un bébé avec un faible poids de naissance, donc ça va être un bébé beaucoup plus fragile au départ et il mettra beaucoup de temps à rattraper le poids voulu de naissance et à doubler son poids de naissance, ce qui est jamais bien parce que en même temps il est en train de faire son immunité, donc si déjà il part faible et tout petit, ça va compliquer les choses. Donc, le deuxième besoin de la femme enceinte, c'est la vitamine B9. Alors là, c'est pas pour elle, c'est pas pour la femme, c'est pour son bébé. Et ce sont des recommandations de la HAS et de l'OMS qui demandent la supplémentation systématique de toutes les femmes enceintes, quel que soit le pays dans lequel elles évoluent. Alors, l'idéal, étant donné à quoi ça sert l'acide folique, et on va le voir, eh bien, ce serait de commencer la supplémentation dès le désir de grossesse. Donc, quand vous avez une jeune femme qui vous dit
oh là là, j'arrive pas à tomber enceinte ou machin, ou qui vous parle de son envie d'avoir un bébé, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà lui conseiller gynéline grossesse pour qu'elle commence à prendre du fer. Bon, ça lui fera pas de mal. S'il y en a trop, elle l'éliminera, mais on n'en a jamais trop. Et elle se chargera en acide folique qui pourra avoir de vrais bienfaits pour le bébé à venir. Donc, cet acide folique, donc cette vitamine B9, est essentielle au développement neurologique de l'embryon, en prévention de quelque chose d'absolument horrible. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé en gynéco-obstétrique, j'en ai vu ce qu'on appelle la FTN, c'est-à-dire l'anomalie de fermeture du tube neural. Alors, le tube neural, il va du cerveau, enfin, juste en dessous, du cervelet jusqu'au pôle caudal, donc du pôle crânial au pôle caudal. Le pôle caudal, c'est au bout de la colonne vertébrale. Donc, selon là où le tube neural ne se referme pas, eh bien, en fait, c'est la moelle épinière qui s'échappe. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner. Soit ça se rompt immédiatement à la naissance, et auquel cas l'enfant meurt assez rapidement, soit paralysie des membres inférieurs, tétraplégie, enfin, etc., etc. Il peut y avoir même une anencéphalie, puisqu'il peut y avoir, à cause de l'absence de la fermeture du tube neural, une absence totale de la voûte crânienne, et donc il n'y a pas de cerveau. Enfin voilà, c'est quand même des formations monstrueuses, et c'est pas si rare que ça, on va le voir. La meilleure vitamine B9, c'est aujourd'hui, à date, le quadrifolique, sous forme de 5-MTHF. C'est un folate de 4e génération qui est lié à un sel de glucosamine. Donc, quand on consomme la vitamine B9 sous cette forme-là, il n'y a pas besoin de bioconversion de l'acide folique. Sous cette forme-là, il est très stable au moment de l'absorption, ce qui fait que l'absorption de cette vitamine B9 sous cette forme-là est 10 fois supérieure à celle de l'acide folique simple que l'on trouve généralement dans le commerce. Donc, les composantes de gynéline grossesse, c'est surtout du fer. Et on a choisi du bisglycinate de fer toujours pour une meilleure absorption et une meilleure tolérance. Et comme je vous le disais, on ne s'est pas privé de prendre le quadrifolique pour la vitamine B9. Et on a rajouté pour l'action antifatigue un peu de vitamine B3. Voilà. J'ai regardé un peu ce qui existait pour les femmes enceintes aujourd'hui en termes de compléments alimentaires. Souvent, ce sont ce que j'appelle des supplémentations cocktails. Elles sont la plupart du temps sous-dosées. Elles contiennent de la vitamine C, ce qui est un peu une hérésie parce que la vitamine C provoque une accélération du rythme cardiaque tant de la mère que du fœtus, ce qui n'est pas bon. Hein. On va leur demander de ne pas boire de café, de thé, etc. et puis prendre de la vitamine C en plus de l'alimentation parce que ça fait des shoots. Voilà. Il y a même des associations, il y a des compléments alimentaires pour les femmes enceintes où il y a du calcium et du magnésium en même temps dans la même dose. Voilà. Bon, ça sert à rien, pas très grave. Donc moi je suis pas franchement pour, et je suis plutôt partisan de respecter les recommandations de l'OMS et de la HAS. Donc la dose, c'est celle qui correspond aux recommandations. On ne s'est pas cassé la tête, hein. On a pris exactement ce qu'il fallait et ce que la HAS et l'OMS recommandaient. On a fait simple, on l'a mis dans une seule gélule. Si possible, on commence dès le désir de grossesse. On peut continuer pendant tout l'allaitement et même plusieurs mois après l'accouchement, mais même si on n'allaite pas, parce que l'accouchement, c'est une grosse perte de sang chez la femme et en général, elle met un petit temps à remonter la pente, donc ça va l'aider. Bien évidemment, ça ne peut pas être conseillé à des consultants qui auraient une pathologie qui favorise l'accumulation de fer, comme l'hémochromatose ou la polyglobulie, mais ça, en général, ces gens-là ont des profils particuliers et ils le savent. On dit toujours que de toute façon, chez la femme enceinte, il faut aussi en parler à son médecin. Voilà, ça c'est une obligation légale, c'est pour ça qu'on l'a écrit, même si la formulation, c'est la même qu'en allopathie. Et enfin, la ménopause, avec son cortège de joyeuseté. Alors, c'est chouette, il y a la retraite d'un côté, donc on peut faire ce qu'on veut, mais alors en même temps, il y a quand même pas mal
pas mal de troubles qui sont plus ou moins importants chez les femmes. Donc, c'est en fait l'arrêt de la sécrétion d'estrogène par les ovaires. Donc, il n'y a, au bout d'un certain temps, presque plus d'ovulation. Alors, une fois de temps en temps, ça, c'est l'après-ménopause. Et puis, définitivement plus rien. Et là, c'est la pleine ménopause. On parle réellement de ménopause quand il n'y a plus de cycle menstruel depuis un an. Donc, il y a des gens chez qui c'est immédiat. Et puis, il y a des gens chez qui ça traîne. L'âge moyen de la ménopause, c'est à peu près 51 ans. Donc, j'ai bien dit que c'était un âge moyen. Et ce chiffre, il est constant depuis plus d'un demi-siècle. Le tabagisme avance l'âge de la ménopause. Et on parle de ménopause précoce quand cela survient à l'âge de 40 ans. Tiens, j'ai écrit 2 fois 2 à l'intérieur de ma présentation, vous m'en excuserez. Alors, les signes. Donc, les cycles sont irréguliers et on peut avoir et où, hein, d'accord? Donc, des bouffées de chaleur, 75 à 85% des femmes, des maux de tête, 34%, des troubles du sommeil, 34%, des problèmes sexuels, alors, baisse de la libido, sécheresse vaginale, alors ça, c'est très, très courant. Ça provoque même ce que l'on appelle des cystites blanches, c'est-à-dire que ça provoque des douleurs qui sont dues à la rétractation de la muqueuse vaginale, qui étant moins lubrifiée, moins imprégnée, moins hydratée, se rétracte et provoque des espèces de douleurs pelviennes qui ressembleraient à des douleurs de cystite. Donc ça provoque aussi des rapports sexuels douloureux. C'est variable d'une femme à l'autre. Pour ce genre de choses, on a un très bon produit chez nous qui est conseillé pour les rides. C'est à base d'acide hyaluronique à haute biodisponibilité et à double poids moléculaire, donc actif sur 24 heures. Donc l'acide hyaluronique a un effet réel sur les vaginites de la ménopause. Il peut y avoir des douleurs articulaires, puisqu'on sait aussi que la ménopause, ça peut être le moment d'une ostéoporose. Des troubles urinaires, donc c'est cette fameuse cystite blanche. Il n'y a pas d'infection urinaire, mais il y a une atrophie de l'urètre en même temps que l'atrophie de la muqueuse vaginale. Des troubles psychologiques, émotivité, saute d'humeur, irritabilité, anxiété. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pour tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le syndrome prémenstruel. Toutes ces modifications hormonales agissent sur la dopamine, la sérotonine, etc. Fatigue, problème de concentration et parfois dépression. Et on peut arriver à des dépressions graves en fonction justement des variations de la sérotoninémie. Les manifestations durent en moyenne de 3 à 5 ans, donc c'est pas une partie de plaisir et ça dure un moment. 10% des femmes en Europe qualifient tous les effets qu'elles peuvent ressentir comme insupportables. Il y en a qui se prennent le cocktail, qui se prennent tout à la fois. On a longtemps imaginé de prendre ça comme de la rigolade et en disant bah oui c'est parce qu'elle est vieille, non, parce qu'il y a des gens, il y a vraiment des femmes qui en souffrent, il y a des femmes qui vont jusqu'à des dépressions graves et dont l'issue peut être fatale. On peut imaginer un traitement hormonal substitutif qui va apporter un soulagement immédiat. On est rarement, j'ai mis jamais, mais en fait non, on est rarement touché par la totalité des signes. Il y en a quelques-unes quand même qui ont la chance de tout avoir à la fois, si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc on a choisi chez LT Labo d'essayer d'apporter un bien-être et un réconfort à la femme préménopausée et ménopausée. Donc, il ne faut pas hésiter. On a mis dans ce complément alimentaire de la sauge officinale qui contient des stéroïdes œstrogènes-like, puisque l'arrêt de l'activité ovarienne provoque la diminution de production d'estrogène. Donc là, les stéroïdes contenus dans la sauge vont donner l'impression qu'il y a encore un peu d'estrogène et donc ça va diminuer la symptomatologie. Ces effets œstrogéniques vont contrebalancer l'excès de progestérone dû à l'état ménopausique ovarien. Faut savoir que chez la femme ménopausée, il y a une augmentation des caractères secondaires masculins. Par exemple, les poils, la taille des oreilles, le nez, etc., etc. C'est pas juste parce qu'on vieillit, c'est juste parce que c'est une question de balance hormonale.
La sauge officinale a des effets très positifs sur les bouffées de chaleur et elle a une action anti-sudorale. D'ailleurs, elle est aussi conseillée parfois chez des gens qui ont une activité sudoripare très importante, sans être ménopausés pour autant. La mélisse. Mélisse, ça vient du nom de l'abeille en latin. Effectivement, elle est aussi appelée piment des abeilles. Là, dans le cadre de Ginéline Ménopause Bio, on utilise des extraits de feuilles. Donc, les actifs sont des acides phénoliques, des flavonoïdes et des acides triterpéniques qui ont surtout des activités, des propriétés sédatives, inductrices du sommeil et régulatrices de l'humeur. La mélisse est aussi antispasmodique et utilisée depuis la Grèce antique contre les maux de ventre. Et effectivement, le MA, en fait, c'est la... comment dire, c'est oh, zut. C'est les instances européennes reconnaissent la mélisse pour ses effets sur les maux de ventre et les ballonnements. Elle a aussi des effets anti-inflammatoires, antispasmodiques, sédatives et anti-nervosité. Donc, on comprend pourquoi on l'a associée au gâtillier. Et on a rajouté quelque chose qui est moins connu dans les compléments alimentaires, c'est le trèfle rouge, donc les parties aériennes, des extraits des parties aériennes qui contiennent des isoflavones à activité œstrogénique, qui diminuent les bouffées de chaleur, améliorent la sécheresse des muqueuses, potentialisent les effets de la sauge. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a une étude qui a débuté pour regarder les effets du trèfle rouge, donc des parties aériennes du trèfle rouge sur l'ostéoporose. Donc, il y a des études qui sont en cours, qui devraient se terminer d'ici 2 ou 3 ans. Donc, il faut surveiller ça de près, mais ça ne serait pas surprenant, étant donné l'activité œstrogénique qui est une activité sur l'ostéoporose. Donc, il y a eu pas mal d'études sur le trèfle rouge. Alors, il est peu utilisé, pourtant, il y a pas mal d'études. Certaines qui ont comparé la prise d'extrait de trèfle rouge à l'absence de prise de phytoestrogène. Donc, il y a une vraie réduction des bouffées de chaleur, une nette amélioration de la sécheresse vaginale. Et il y a encore d'autres études qui sont en cours parce que devant l'importance et la fréquence des symptômes au moment de la ménopause, il y a beaucoup de scientifiques qui ont décidé de se pencher sur des solutions naturelles. Donc, on a mis les bonnes doses, des extraits de feuilles de sauge, feuilles de mélisse et trèfle rouge, et le tout tenant dans une gélule. On peut l'associer à un traitement conventionnel. Là encore, il y a des actions hormonales, donc c'est déconseillé chez la femme qui a des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein ou même de cancer hormonodépendant. Il peut être judicieux d'associer Ginéline Ménopause avec du Vital Flax Bio qui contient de l'huile de graines de lin. On sait l'action régulatrice de l'humeur et antioxydante et antiradicaux libres des graines de lin bio. Et donc, on a de l'huile de graines de lin bio en capsule. C'est mieux qu'à la petite cuillère parce que l'huile de graines de lin, je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, mais c'est vraiment pas bon du tout. Et je crois que je suis à nouveau dans les temps. En backup, vous trouverez en ligne les étiquettes de ces 3 produits, Ginéline, cycle menstruel, grossesse et ménopause. Et nous avons fait le tour. Tu m'entends ? Est-ce que vous m'entendez ? Et me revoici. Génial, merci Béatrice pour la présentation, très claire et dans le timing comme la semaine passée, c'est génial. Solène, j'ai avalé une pendule. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Comme ça, tout le monde est bien dans les temps. Je te laisse regarder un petit peu les questions. Il y a quelques petites questions là sur la droite. Pendant que tu dis tout ça, je présente rapidement la plateforme SimpliCure. Éventuellement, ici, vous avez bien les backups d'ailleurs que vous aurez sur le PDF dans l'après-midi. Je vous présente rapidement la plateforme SimpliCure pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil SimpliCure. Donc, on vous propose ce webinaire ce midi. Hop là, je vais vous partager déjà l'offre qui vous permet de vous inscrire si jamais ce n'est pas encore fait. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et puis ensuite on vous contactera pour vous présenter tout dans le détail. Moi, je vais rapidement vous montrer comment ça fonctionne. L'idée de la plateforme, c'est tout simplement de rassembler tous vos laboratoires favoris au même endroit. Donc, en fait, c'est pour vous simplifier la vie quand vous créez des recommandations de produits à vos patients, à vos consultants.
Pour eux, c'est beaucoup plus simple au niveau de la commande aussi également, bien sûr, parce que c'est un seul lien de commande, c'est un seul lien de colis et tout arrive en même temps directement chez soi. Donc, ça simplifie vraiment la vie de tout le monde. Je vais vous partager rapidement mon écran et comme ça, je vous montre où retrouver les produits LT Labo dont on vient de parler ce midi aussi. Donc ici, vous êtes sur la page d'accueil de Simplicure. Vous allez retrouver dans l'après-midi, ici sur la gauche, le replay du webinaire et la présentation en PDF si jamais vous voulez retourner sur certaines informations que Béatrice nous a partagées ce midi. Pour créer une recommandation, rien de plus simple. Vous allez sur Nouvelles recommandations, vous sélectionnez le client à qui vous allez envoyer cette reco de produit et vous ajoutez donc des produits en fonction du besoin. On a plus de 2100 références aujourd'hui au catalogue. Si jamais il y a des choses qui sont manquantes, vous pouvez toujours nous faire des demandes et on ajoute au compte-gouttes au fur et à mesure selon vos besoins. Beaucoup de références, donc on a quand même des filtres pour pouvoir naviguer plus facilement sur ce large catalogue par marque, par format, type de produit, etc. Si on veut retrouver les produits présentés ce midi, vous allez aller sur LT Labo tout simplement et voir la sélection de produits du laboratoire. Donc, vous avez le gynélyl cycle menstruel, vous avez le gynélyl grossesse, le ménopause. Si vous voulez aller vérifier toutes les formulations, on a des fiches produits, bien sûr, qui sont bien détaillées, avec à chaque fois les tableaux avec les ingrédients. Ce qui est intéressant aussi via l'outil, c'est qu'en fait, quand vous allez ajouter plusieurs produits, je vais vous montrer, vous avez tous les ingrédients qui vont s'additionner et en fait, on va vous donner le total des VNR sur la recommandation, ce qui vous permet de garder un œil là-dessus. Souvent, en faisant des associations, on peut parfois dépasser ces valeurs. Donc là, au moins, vous avez un œil là-dessus. Pour l'exemple, je vais ajouter deux produits, mais vous pouvez très bien, du coup, associer des produits de différents labos. C'est l'idée de cette plateforme. Vous pouvez changer les recommandations, les moments de prise pour vos patients, tout ça, ils vont l'avoir bien sûr sur un petit papier avec le colis. Voilà. Ici, c'est le tableau récap des apports où tout s'additionne en fonction des différents produits. Bon. Et donc, tout simplement, dès que vous allez cliquer sur « Envoyer », le client reçoit directement un mail avec son lien de recommandation. Il n'y a plus qu'à passer commande et il reçoit tout ça chez lui. En général, c'est sous les 2-3 jours. Donc, voilà, vous avez vu que c'était quand même très simple. Je vais arrêter le partage ici et repartir sur ma présentation. Hop. Pour rappel, ici sur les petits slides, voilà, vous avez plus de 130 laboratoires de présents aujourd'hui. On les ajoute en fonction de vos besoins. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer avec nous ce qui vous semble manquant. Vous gagnez beaucoup de temps, bien sûr, mais il y a aussi une meilleure observance du côté de vos patients parce que c'est plus simple pour eux de passer à l'achat, de recevoir tous ces produits. Bien sûr, il y aura une meilleure observance sur vos recommandations. Ici, on rappelle les différents avantages, bien sûr, pour vos clients. Il y a aussi un support, bien sûr, si jamais il y a des soucis pour vous, pour vos clients, on a un support qui est disponible pour vous aider. Je vous ai mis le petit lien pour l'inscription qui est entièrement gratuite. Donc, n'hésitez pas, je vous le remets pour ceux qui éventuellement n'ont pas eu le temps de le voir. Hop là. Et comme ça, vous avez toutes les infos. Je vous rappelle aussi, donc, on propose via Simplicure des formations, des webinaires, donc comme ce midi avec Béatrice. Ce jeudi, on vous propose un webinaire sur les régimes hypocaloriques. Donc, vous pouvez vous inscrire directement ici via la plateforme. Et donc, la semaine prochaine, on retrouve le laboratoire Gragnon qui va nous parler du stress et du sommeil. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ces différents événements. On va pouvoir passer aux questions. Béatrice, si tu veux bien revenir parmi nous. Oui, je suis revenue. Ça prend une petite seconde en général. Oui, je suis revenue. Je suis avec vous et je vais tout de suite répondre à Sonia concernant l'endométriose. Oui, vas-y. Juste pour dire, alors attends, parce que là j'ai des trucs qui me gênent. Voilà, juste pour dire qu'en cas d'endométriose, on passe par le médecin. Voilà. Oui. Donc pourquoi pas lui donner à une jeune femme l'un de nos compléments alimentaires. Mais personnellement, aujourd'hui l'endométriose est prise très au sérieux, en particulier
en France. Hein. Ce sont des ajustements de traitement qui sont extrêmement complexes. Il n'existe pas de réel protocole qui soit unique pour toutes les femmes. Ouais. Donc, je ne répondrai pas à cette question. Je ne vais pas jouer aux apprentis sorciers. Voilà. Non, mais enfin, en tant que pharmacien, je me refuse catégoriquement d'être apprenti sorcier. La même chose pour les antécédents familiaux de cancer du sein. Là encore, je pense que vous pouvez le proposer à votre consultante au moment de la ménopause pour réduire les symptômes, et c'est le médecin qui en jugera. C'est-à-dire, si cette femme qui a des antécédents familiaux, hein, je ne parle pas d'antécédents personnels, je parle d'antécédents familiaux, de cancer du sein ou de cancer hormonodépendant, elle a certainement été suivie, examinée et pourquoi pas analysée d'un point de vue génétique, parce qu'aujourd'hui, il y a des analyses génétiques très précises sur le risque d'être porteur du gène qui provoquerait le même type de cancer. Donc, si ce sont des femmes qui sont extrêmement suivies, alors à ce moment-là, le médecin fera le choix de faire une supplémentation hormonale. Si ce sont des femmes qui ne sont pas suivies du tout, le médecin ne fera pas ce choix-là. Donc, vous pouvez le proposer et libre à votre consultante d'avoir l'aval de son médecin pour aller dans ce sens-là. Mais personnellement, je n'y toucherai pas sans ces précautions-là. Ok, très voilà. bien. Si pour le gynéline de ménopause, une femme l'arrête et que les symptômes reviennent, eh bien, elle recommence. C'est tout. Dans tous ces traitements, pas pour la grossesse, hein, mais pour le syndrome prémenstruel et pour la ménopause, on agit par l'absurde. Je fais pas, je recommence pas. J'en prends pendant une durée plus longue, j'en prends pendant une durée plus courte, etc., etc. Au moment de la ménopause, il est préférable de le prendre tout au long du mois et au long cours, donc ça veut dire 3 à 5 ans. Mais on peut faire des pauses, regarder ce que ça donne. Peut-être qu'en été, c'est mieux. Peut-être, voilà. Vous voyez, il y a tellement de facteurs, et en particulier tous ces facteurs sur sérotonine, dopamine, etc., qui rentrent en ligne de compte, qu'on peut ajuster et reprendre si besoin. Il faut savoir que l'effet est assez rapide. Hein, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour avoir des effets. Donc, c'est pas gênant d'arrêter et de reprendre. La même chose pour le syndrome prémenstruel. Post-menstruel, je pense que là, ça dénote d'une anomalie hormonale un peu plus conséquente. C'est-à-dire que ce sont des jeunes femmes qui ont des problématiques en termes de sécrétion d'hormones qui peuvent être plus importantes. Moi, là, comme ça, sur cette question-là, j'ai pas de conseils à donner. Parce que j'ai pas assez de détails concernant la femme en question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dans son syndrome post-menstruel, quels sont les troubles auxquels on veut répondre, qu'est-ce qu'elle exprime, quel est son mode de vie, quelle est son alimentation, quel est son poids, est-ce que c'est quelqu'un qui est très maigre, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt très gros. Il faut savoir que quand on est très maigre et parfois anorexique, il n'y a plus du tout de cycle. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, je ne sais pas, là, comme ça, à brûle pour point, répondre à cette question sur un syndrome post-menstruel. Et oui, la mélisse est déconseillée en cas de faiblesse thyroïdienne, puisqu'elle agit sur les taux de TSH circulants. Donc, on ne touche pas à ce type de produit en cas de problème thyroïdien. En tous les cas, pas sans avis médical et en fonction des traitements, oui ou non. Il y avait d'autres petites questions. Est-ce que tu peux nous donner les contre-indications pour le trèfle rouge ? Elles doivent être sur l'étiquette. Attends, je ne sais jamais par cœur, moi, ça. Alors, de toute façon, oui, tout sera indiqué sur les contre-indications sur. Oui. Alors, oui, il faut savoir que chez LT Labo, on est extrêmement rigoureux. On en met plutôt trop que pas assez.
Non, mais sans blague. Non, mais c'est toujours bien. C'est toujours bien. Non, mais on met tout. On va te mettre que au moment de la ménopause, c'est déconseillé à la femme enceinte. Bon, bref. On ne sait jamais. Non, je plaisante. Voilà, donc dans nos précautions d'emploi qui englobe sauge, mélisse et trèfle rouge, ah ben on n'a pas mis la thyroïde. Peut-être que la dose passe au travers, mais enfin moi je ferai attention quand même, parce que c'est dose dépendant, hein, les effets secondaires et les précautions d'emploi. Donc j'ai rien de spécial à donner plus que ce que j'avais écrit sur la diapo. On est plus sur les problématiques d'antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein. Ouais. J'élargirai à cancer hormonodépendant. Prudence sur la thyroïde, mais visiblement la dose de mélisse doit être ce qu'on appelle une infradose par rapport à la contre-indication en cas de variation thyroïdienne. Mais bon, c'est à surveiller. Ok. Est-ce que, donc, par quel mécanisme expliquez-vous les épisodes d'hypoglycémie en SPM? Franchement, j'ai pas creusé. J'ai pas creusé. Ça a été. J'ai pas trouvé rapidement, pendant que j'ai travaillé sur cette présentation, des explications simples et claires. Est-ce que c'est dû à des modifications hormonales qui provoqueraient des modifications de sécrétion des îlots de Langerhans, tant en ce qui concerne l'insuline que le glucagon, et qui provoqueraient ce déséquilibre? Et, visiblement, ça n'a pas été creusé. On voit qu'il y a des modifications de l'appétit. Moi, je sais que j'avais une collègue au bureau, elle savait qu'elle allait avoir ses règles parce que tout d'un coup, elle avait des frénésies de sucre, mais absolument impensables. Mais incroyable, elle cherchait du sucre partout comme un assoiffé dans le désert, quoi. C'était incroyable. Donc, ça n'a pas été expliqué de façon simple. Ok. Donc, je ne vais pas me jouer, là encore, au chimiste sorcier. La chercheuse. Si je trouve un jour, à l'occasion, je le ferai parvenir à Saint-Picure. Top, merci. Est-ce que je vois deux petites questions encore dans le Q&A. Ginéline, cycle menstruel peut-il être utilisé pour une personne ménopausée, voire même en complément du produit ménopause? Non. Non, pas l'indication. Non, ça suffit. Oui. Non, ça suffit parce que les taux hormonaux sont largement suffisants là dans ce cas-là, dans ce qu'on a mis pour la ménopause. Donc non, on va doubler les doses d'œstrogène light. Non. Et non, je préférerais rajouter d'autres choses. Comme complémenter avec de l'huile de graines de lin sans banane, comment dire, de la rosea, du magnésium, enfin des choses, ouvrir plus. Pas doubler les dosages. Mais pas doubler les doses. Non. Ouais. Non. Est-ce qu'à ta connaissance, une ménopause peut déclencher des calculs rénaux avec colique néphrétique, si on n'avait pas eu ce problème auparavant? Non. En revanche, faut savoir qu'en vieillissant, on boit de moins en moins. Oui. Donc, ça, c'est différent, mais ça peut être valable chez l'homme et chez la femme. Quoique, il y a une andropause chez l'homme, hein, ils ne veulent pas le dire, mais nous, les scientifiques, on le sait. Mais
comment dire, au niveau du système nerveux central, les éléments déclencheurs de la soif et les alerteurs qui déclencheraient la soif, je vais être rapide dans l'explication, sont beaucoup moins vigilants. Vous savez que dans les plans en été, au moment des canicules, etc., on amène à boire aux personnes âgées, on les force à boire et à les minuter, parce que sinon les personnes âgées ne se rendent pas compte qu'elles ont soif. Donc, en vieillissant, on a de moins en moins soif. Ouais. Spontanément. Donc, on boit de moins en moins. Donc, si on a une tendance aux coliques néphrétiques, c'est à ce moment-là qu'on les déclenche. Oui, tout à fait. Très bien, très très clair. Et je crois, attends, il me semble pas que. Et qui c'est qui m'envoie des cœurs? Je vois des cœurs. C'est les participants qui t'envoient des cœurs pour remercier de la présentation. Trop mignon. Et moi aussi, je peux faire ça? Je peux envoyer des cœurs? Oui, en cliquant normalement. Ouais, cool. Attends. Et une dernière question, il me semble pas qu'on y ait répondu, même si tu as abordé. Donc, en cas d'antécédents familiaux de cancer du sein, est-ce qu'il y a des principes actifs du coup qu'on pourrait recommander pour réduire les symptômes de la ménopause? Tout sauf ce qui est œstrogénodépendant. Ouais. Enfin, œstrogéno-like, je veux dire, pardon, tout sauf ce qui est hormonolike. Donc, tout ce qui est tous les autres symptômes, entre guillemets. Donc, sauf si le médecin dit, bon, ben voilà, les choses sont équilibrées, ou donc à ce moment-là, oui, pourquoi pas. Mais on peut prendre des choses qui seraient hormonolike, mais sinon, c'est du magnésium, c'est de la rotula, c'est de l'huile de graines de lin sans lignane, etc., etc. Ok, merci. Faire attention à la surconsommation de soja aussi, là, avec leurs de yaourt au soja, etc. C'est très troublant, ce genre de choses. Et juste, dernière chose, donc on a parlé de certaines études pour les liens, les sites, les documentations, pour tout ce qui touche l'OMS, la HAS. Quelles sont les recommandations dont on a parlé? Est-ce que tu as un lien ou un site particulier à recommander? Il suffit de taper grossesse et OMS, recommandations de la HAS, et il y a un livre blanc de la grossesse. Voilà. Ok. Cherchez pas trop les iconographies des absences de fermeture du tube neural, parce que c'est absolument abominable. Ok, on ne regardera pas. Non, regardez pas ça. C'est pas cool. Comme ma petite fille, elle dirait c'est pas cool. Ok, merci. Merci de l'info. Voilà, on a répondu. Merci d'avoir répondu aux questions, Béatrice. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette dernière aujourd'hui. Et oui, merci infiniment à tous. Une très belle année 2025 à chacun d'entre vous, à tous ceux que vous aimez, et puis même à ceux que vous aimez pas, c'est pas très grave. Oui. Voilà. Bienvenue également de toute l'équipe Simplicure. Voilà. Encore merci mille fois. Merci Solène, merci pour ta gentillesse et ton accompagnement. Et puis, donne-moi des nouvelles. Mais oui, il faut regarder sur la plateforme Simplicure, ça bouge tous les jours. Cool. Merci à tous, au revoir, à bientôt. Très bel après-midi à tout le monde, au revoir.